Donc bonjour, Pierre Pasquier, je suis réanimateur à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé et je viens ici vous rapporter un peu l'expérience qu'on a pu avoir au rôle 3 de Kaboul, donc il y a un hôpital médico-chirurgical situé sur l'aéroport de Kaboul, voilà, qui s'appelle l'HMC Kaya, et en particulier sous l'angle de la neuroréanimation pédiatrique, puisque je vais vous le montrer, il s'agit d'une expérience non seulement intéressante, mais surtout omniprésente lors de nos mandats dans ces hôpitaux médico-chirurgicaux. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Simplement pour vous resituer un petit peu le contexte global du conflit afghan, c'est un conflit qui a débuté il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, dans les suites des attentats du 11 septembre du World Trade Center, à travers deux missions internationales. La première est une mission sous mandat de l'OTAN, ISAF, International Security Assistance Force, et la deuxième est une mission sous commandement américain et qui est appelée l'opération Enduring Freedom. La France est impliquée dans ces deux missions, et c'est dans ce cadre-là que des médecins militaires sont amenés à soutenir donc au plus près des combattants, comme le docteur Zeller, nos soldats français, et à les prendre en charge ultérieurement dans un hôpital médico-chirurgical, comme le font les chirurgiens et les anesthésistes réanimateurs du service de santé des armées. Le conflit afghan est, à l'image des conflits modernes, caractérisé par deux points. Il s'agit de conflits asymétriques. Un occupant fort est confronté à des belligérants, donc en l'occurrence les insurgés afghans, qui sont en plus faible nombre, et qui ont recours à des techniques de guérilla urbaine, de terrorisme, et ce qui caractérise donc ces conflits, le deuxième point caractéristique, est leur aspect non conventionnel. Voilà, donc c'est plus deux armées qui se rencontrent sur un champ de bataille. Là, on a vraiment quasiment un ennemi invisible qui a recours à des techniques de terrorisme. Et voilà en effet le premier agent lésionnel des conflits modernes. Il s'agit des engins explosifs improvisés. Voilà, donc c'est des bombes qui sont fabriquées de façon artisanale, qui peuvent être dissimulées le long des routes, vous voyez, qui peuvent être cachées dans une boîte de chaussures et qui font d'énormes dégâts. Donc vous voyez ici un véhicule blindé qui a été soufflé, explosé par un engin explosif improvisé disposé le long des routes et déclenché à distance au passage des convois militaires. On s'éloigne un petit peu de notre sujet aujourd'hui, mais on s'y replonge tout de suite parce que les enfants sont effectivement les victimes des conflits armés. Dans une étude portant sur plus d'une décennie en Irak et en Afghanistan, donc il s'agit de séries américaines. Les Américains ont développé des recueils de données, d'énormes databases sur les blessés de guerre qui sont tout à fait considérables et qui ont permis de développer d'un point de vue analytique de nombreuses études. Et en particulier, celle-là s'intéressait à plus de 7500 admissions pédiatriques sur plus de 10 ans, ce qui représentait quasiment 6% du total des admissions et 11% des journées d'hospitalisation. Donc vous comprenez que lorsqu'on est dans un hôpital médico-chirurgical, on ne prend pas non seulement en charge des blessés de guerre, des combattants, mais pour une part non négligeable également des enfants. Et sur cette figure en dessous, vous voyez que dans le conflit afghan, la part des admissions pédiatriques est en considérable augmentation au cours des dernières années. Et donc ça a été le cas des mandats que nous avons réalisés, mes camarades, mes supérieurs et moi-même, dans l'hôpital médico-chirurgical pédiatrique de Kaboul, où nous avons dû prendre en charge de nombreux enfants.
Alors, les enfants sont les victimes des conflits armés. Comparés aux blessés adultes, que ce soit des combattants ou des civils victimes collatérales ou directement impliqués dans des faits de guerre, les enfants ont un taux de létalité plus élevé. Leur durée de séjour est plus longue et ainsi, dans une série française portant sur un peu plus de 12 mois, nous avions 63 admissions pédiatriques, ce qui représentait quasiment un quart des admissions dans le service de réanimation à l'HMC Caya. Et parmi ces admissions pédiatriques, un tiers concernait un traumatisé crânien. Donc, les enfants victimes de la guerre peuvent être des traumatisés crâniens. Il s'agit essentiellement de plaies crânio-cérébrales et vous comprenez sur l'image de fond, lorsque vous avez l'explosion d'un engin explosif improvisé, il y a la projection de nombreux débris qui peuvent atteindre la région céphalique, et en particulier chez les enfants qui sont plus jeunes, parce qu'ils sont plus petits et plus à hauteur de la projection initiale des débris, ils vont être plus volontiers atteints et victimes de plaies crânio-cérébrales. C'est la première cause de mortalité chez l'enfant traumatisé en zone de guerre, et les plaies crânio-cérébrales représentent un quart des enfants blessés par débris d'engins explosifs, avec un taux de létalité qui est proche de 20%, alors que pour tout autre type de lésion chez l'enfant, que ce soit des lésions des membres, des lésions du tronc, le taux de létalité est inférieur à 4%. Et les plaies crânio-cérébrales, de façon plus générale chez l'enfant traumatisé crânien en zone de guerre, représentent environ 3/4 de ces traumatisés crâniens. Je vais vous présenter sommairement l'hôpital médico-chirurgical de Caya, donc qui est ce qu'on appelle un rôle 3. Vous avez compris, la prise en charge classique du blessé de guerre se fait d'abord au niveau du rôle 1, qui est la première structure de soins médicale dans lequel va être accueilli le blessé de guerre. Acheminer dans un deuxième temps soit vers le rôle 2, où on va pratiquer les gestes d'hémostase chirurgicale immédiats qui vont permettre de sauver le blessé, puis dans un dernier temps de stabiliser les lésions dans le rôle 3, donc qui est l'hôpital médico-chirurgical, afin de permettre son évacuation précoce vers le rôle 4, qui est l'hôpital d'instruction des armées ici en métropole. Alors, l'hôpital médico-chirurgical de Caya est sous commandement, sous la responsabilité française depuis 2009. Il a une double vocation, tout d'abord de soutenir les forces de l'OTAN, c'est-à-dire les combattants de l'OTAN, mais également d'assurer l'accueil des patients afghans. Et donc l'activité d'urgence et de réanimation s'y est tout naturellement développée avec la mise à disposition de moyens de réanimation, 4 lits de réanimation, 2 lits de déchocage, un scanner multibarrette, des équipes chirurgicales, qu'elles soient viscéralistes, orthopédistes, mais également spécialisées, neurochirurgiens, ophtalmo, ORL, et enfin un laboratoire biologique qui nous permet d'obtenir les données, en particulier, vous l'avez compris, d'hémostase et de numération formule sanguine. Cet hôpital médico-chirurgical est donc tout à fait adapté à la prise en charge des enfants afghans cérébro-lésés. Vous avez vu sur cette photo, on pourrait se croire dans un bloc opératoire ici en France. Alors, comment se déroule la prise en charge au sein de l'HMC Caya d'un enfant cérébro-lésé? Tout d'abord, on reçoit une demande d'évacuation, qui s'appelle une 9-line, qui est remplie par les médecins qui prennent en charge initialement. Alors, je suis désolé, il y a un mauvais passage sur la diapositive. Qui est rempli par les premiers médecins qui prennent en charge ces blessés ou ces enfants, avec en particulier, on va renseigner ce qu'on appelle le MIST, où on précise les mécanismes lésionnels, les types de blessures présentées, les symptômes présentés par la victime et les premiers traitements qui ont été administrés. En particulier, lorsqu'on reçoit ce message de demande d'évacuation
On va s'intéresser, lorsqu'il s'agit d'un enfant victime d'un traumatisme crânien, à son score de Glasgow. Et vous comprenez que c'est une notion qui peut être difficile à obtenir en fonction d'abord du contexte opérationnel. Si la zone n'est pas sécurisée, si l'évacuation se fait de façon très précoce, le score de Glasgow est sur les lieux immédiats toujours difficile à évaluer. Donc l'évacuation est organisée depuis les lieux de l'explosion. Alors le mode privilégié est le mode héliporté, ce qui permet de réduire le délai d'évacuation. L'évacuation peut se passer aussi bien de jour ou de nuit, comme vous le voyez. Et donc il y a une équipe qui va accueillir, et le plus souvent l'anesthésiste, le réanimateur est présent sur le tarmac pour prendre directement les informations auprès de l'équipe qui a transporté l'enfant cérébro-lésé. Et depuis le tarmac, l'enfant est acheminé et transporté vers l'hôpital sur quelques centaines de mètres et accueilli en zone de déchocage. Et en zone de déchocage, il s'agit de la prise en charge tout à fait classique d'un blessé grave, avec la priorité donnée à la poursuite du damage control qui a été initié, vous l'avez vu, directement sur le terrain. Et c'est valable aussi que ce soit chez le combattant ou chez l'enfant victime d'un traumatisme de guerre, et en particulier cérébro-lésé, avec la préparation d'imagerie. Donc on fait classiquement une fast écho, une radio du thorax, une radio du bassin. Une équipe de réanimation, une équipe chirurgicale est présente, des infirmiers prélèvent les premiers tubes de sang, et donc tout ça est dirigé par un trauma leader qui n'a pas les mains directement sur le blessé, mais qui va se situer un petit peu en arrière et est un peu le chef d'orchestre de cette prise en charge. En particulier chez l'enfant cérébro-lésé, on va s'intéresser à rechercher des points d'entrée ou de sortie d'éventuels projectiles, rechercher une fuite de LCR, une autoragie. L'examen neurologique doit être aussi complet que possible. Donc tout ça se fait parallèlement à la poursuite du damage control, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre en avant un examen neurologique tant que les fonctions vitales ne sont pas préservées. Donc rechercher les réflexes pupillaires, le photomoteur, le score de Glasgow, notamment pédiatrique. Un Doppler transcrânien peut être réalisé afin d'estimer le débit sanguin cérébral. Les gestes d'urgence spécifiques dans ce contexte de lésions crânio-cérébrales consiste à réaliser l'hémostase du cuir chevelu, un packing éventuellement, que ce soit de la face ou du crâne, une protection des voies aériennes en cas de coma. Il faut évidemment dégager, nettoyer le cuir chevelu, ce qui va permettre en particulier de rechercher de petites plaies crânio-cérébrales qui ont pu passer jusqu'alors inaperçues. Il faut se méfier des plaies pénétrantes de la face et du cou qui sont autant de portes d'entrée pour des lésions cérébrales. À la suite de cette prise en charge au déchocage, l'enfant est amené vers la table de scanner où est réalisé un scanner corps entier, en particulier dans un contexte d'explosion, sauf en cas d'urgence hémorragique vitale où à ce moment-là il est admis directement au bloc opératoire pour réaliser une chirurgie hémostatique de sauvetage, donc c'est le damage control surgery, ou alors réaliser une osmothérapie en l'attente du traitement neurochirurgical des lésions crânio-cérébrales. En cas de signe d'hypertension intracrânienne persistant dès la prise en charge sur le tarmac ou au déchocage, à ce moment-là, le plus souvent, on amène directement l'enfant au scanner et puis très rapidement sur la table de bloc opératoire pour réaliser les gestes neurochirurgicaux qui vont assurer la survie de l'enfant. Donc la neurochirurgie se déroule, donc, comme je vous l'ai expliqué, dans un bloc de façon tout à fait aseptique, avec une équipe neurochirurgicale et de bloc opératoire dédiée.
Les objectifs de la neurochirurgie sont doubles. Ils sont tout d'abord de prévenir le risque infectieux, en particulier lors des traumatismes pénétrants qui sont la grande majorité des traumatismes crâniens de l'enfant en zone de guerre, mais également lutter contre l'hypertension intracrânienne. Sur une série de plus de 1200 traumatisés crâniens, donc là il ne s'agit pas uniquement d'enfants, hein, mais en Afghanistan sur 7 ans, une intervention neurochirurgicale était pratiquée dans plus de la moitié des traumatismes crâniens pénétrants et dans un peu plus d'un cinquième des traumatismes crâniens non pénétrants. Donc c'est dire si la présence d'un neurochirurgien ou d'un chirurgien capable d'effectuer les gestes neurochirurgicaux salvateurs est indispensable. Le parage est le plus souvent économe. Parfois, on décide de laisser en place les corps étrangers intracrâniens de façon à ne pas aggraver encore les lésions cérébrales. Il est laissé une place importante à la craniectomie décompressive élargie. La mortalité qui est associée est non négligeable, près de 30%, et l'état neurologique jugé satisfaisant à distance dans 60% des cas. Mais là encore, c'est assurer une survie de l'enfant cérébrolésé. Donc la cranioplastie de voûte se fait à distance, là encore pour les motifs infectieux. Les suites se déroulent en réanimation, où on poursuit la neuroréanimation qui a été initiée depuis la prise en charge sur le terrain, poursuivie pendant l'évacuation médicale, à l'arrivée au déchocage et tout au long de la séquence neurochirurgicale, qui consiste à lutter contre les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Et en particulier, on s'appuiera sur le monitorage de la pression intracrânienne, qui est soit un capteur intraventriculaire posé par le neurochirurgien au bloc opératoire, ou un capteur intraparenchymateux qui peut être posé au lit du malade en réanimation. Le Doppler transcrânien a également toute sa place pour poursuivre le monitorage du débit sanguin cérébral. Et enfin, l'échographie du nerf optique a une place qui n'est pas encore validée, mais qui peut être utilisée afin de rechercher des signes d'hypertension intracrânienne, en particulier lorsqu'on n'a pas à sa disposition de capteurs de pression intracrânienne. En réanimation, on prévient également le risque infectieux avec l'administration d'augmentin pendant plus de 48 heures. Donc c'est la molécule qui a été retenue par le service de santé pour prévenir le risque infectieux de ces plaies crânio-cérébrales, qui sont toujours à considérer comme des plaies contaminées, avec des germes incriminés par ordre de fréquence décroissante. D'abord le staph doré, des streptocoques diverses, des bacilles gram négatifs et enfin des anaérobies. Une vaccination antipneumococcique et antiméningococcique est recommandée, notamment en cas de fuite de LCR. On prévient également le risque convulsif. Les plaies crânio-cérébrales sont à risque de convulsions secondaires, qu'elles soient précoces dans 10% des cas ou d'apparition retardée dans près de la moitié des cas. Le traitement initial est administré pour une durée d'au moins 10 jours. Le choix de la molécule ne bénéficie pas à l'heure actuelle de recommandations et est laissé au juste choix du praticien. Il faut également replacer dans le contexte de guerre toutes les décisions éthiques qui peuvent être prises autour d'un petit enfant cérébrolésé dont le pronostic neurologique est tout à fait compromis et dont l'évolution reste incertaine. Il s'agit d'un pays, donc l'Afghanistan reste un pays en guerre avec des structures de soins de suite qui sont tout à fait inconstantes. Il n'y a pas de centre de rééducation qui fonctionne de façon permanente. Il y a des opportunités individuelles dans le sens où
On a pu prendre en charge des enfants qui avaient été des victimes collatérales d'attaques américaines par exemple, et où les Américains ont proposé des portes de sortie pour ces petits-enfants, notamment des prises en charge secondaires aux États-Unis. Néanmoins, malgré toutes ces considérations et le replacement du contexte de pays en guerre, les limitations et l'arrêt des thérapeutiques actives est décidé conformément aux recommandations, comme on le fait au lit du malade ici en France. Si vous voulez retenir, ou vous proposez de retenir quelques messages, l'enfant cérébro-lésé, c'est une pathologie qui est assez commune lors des mandats réalisés à l'HMC-CAIA, mais aussi dans les conflits modernes de façon plus générale. Et ici, vous voyez en bas un blessé tchadien qui a été pris en charge lors du conflit au Mali. C'est des lésions qui sont l'enfant cérébro-lésé par des plaies crânio-cérébrales, c'est des lésions qui sont peu rencontrées en pratique civile, et ça nécessite pour les personnels qui sont projetés dans les hôpitaux médico-chirurgicaux en zone de guerre d'avoir une formation tout à fait spécifique. Et enfin, le service de santé des armées français a développé des unités neurochirurgicales mobiles qui sont des structures tout à fait intéressantes, puisque quasiment au coup de sifflet, on peut faire monter dans un avion un neurochirurgien militaire ici des hôpitaux militaires parisiens, et en quelques heures pouvoir réaliser un geste neurochirurgical salvateur ou stabilisateur dans une zone de guerre. Et enfin, un petit message d'espoir, puisque voilà par exemple une petite fille qu'on a pu prendre en charge à l'hôpital CAIA et qui nous fait un petit clin d'œil, peut-être involontaire, mais un sourire tout à fait radieux. Voilà, merci de votre attention.